Bonjour à tous et toutes et tous. Je suis Pierre Noisa, donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a quelques personnes dans la salle que je reconnais, je suis fondateur d'une plateforme d'échange, Bitcoin Euro. On a démarré en 2011, donc on était parmi les premiers. Ça veut dire que je suis on va dire un early adopter et un early believer dans les cryptos. Et je pense qu'on est tous ici des early adopters en fait, parce que si on regarde la courbe d'adoption des cryptos, on est sur les cryptos à peu près où était Internet en 1995. En 2022, sur les cryptos, on est à peu près où était Internet en 1995. Donc ceux qui se souviennent de cette époque-là, on était dans la phase d'adoption précoce d'Internet. Et je pense que c'est exactement la même chose sur les cryptos. Donc ça, c'est la seule partie, je dirais, pitch commercial de ma présentation. Après, on va faire un peu de pédagogie et des rappels. Mais donc, si vous n'avez pas encore investi dans les cryptos, c'est encore le bon moment. C'est surtout ça que je voulais dire à ceux qui ne l'auraient pas encore fait. C'est-à-dire, on va parler de l'euro et de Bitcoin comme deux choses qui sont différentes et complémentaires. La complémentarité naît de la différence. Je vais essayer de rappeler d'abord comment fonctionne l'euro, parce que comme ça fait à peu près 10 ans que j'explique, que je parle, on va dire, de Bitcoin, la question qui vient souvent, c'est comment fonctionne Bitcoin. Et en répondant à cette question, on s'aperçoit très vite que la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne l'euro. Et en fait, si on n'explique pas comment fonctionne l'euro avant d'expliquer comment fonctionne Bitcoin, on a déjà perdu les gens. Parce que quelque chose qui vient hors contexte, comme ça, on se demande mais à quoi ça sert? Quel problème ça résout? Alors, si on ne sait pas comment fonctionne l'euro, on ne sait pas quel problème Bitcoin résout. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez expliquer, quand vous allez parler des cryptos, peut-être à votre entourage ou professionnellement, que vous sachiez vraiment comment fonctionne l'euro. Et ça, ce n'est pas une explication que vous allez trouver au journal télévisé, ni même à l'école. On va bien souvent essayer de cacher, certaines personnes ont intérêt à ce qu'on ne sache pas. Donc, on va essayer de parcourir ça rapidement, juste en guise de rappel, et puis on parlera après de Bitcoin et euro, comment ça peut interagir. Alors, je devrais peut-être m'arrêter 2 secondes là-dessus. Monnaie promesse et monnaie preuve, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez sans doute entendu parler de la fameuse preuve de travail, qui est en fait une preuve d'énergie. Le travail, c'est de l'énergie sous une certaine forme. En fait, c'est un flux d'énergie mécanique, le travail. Donc, quand vous entendez preuve de travail, pensez preuve d'énergie. Ça, c'est une forme de monnaie. On va voir avec Bitcoin comment ça fonctionne dans Bitcoin. Mais avant la monnaie preuve, il y a eu la monnaie promesse. La monnaie promesse, c'est la reconnaissance de dette. C'est la monnaie dette. C'est je crée de la monnaie en échange d'une promesse de remboursement. Et ça, c'est le fondement du fonctionnement de l'euro. Là, ce qu'on appelle la monnaie dette ou la monnaie crédit. Si on veut être plus positif, on dit la monnaie crédit. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de dette, et on va voir ce que ça signifie. Donc, comment on crée les euros? Parce qu'en fait, dans le fonctionnement de l'euro, la première étape, c'est la création monétaire. D'où viennent les euros? Alors, ils ne viennent pas des dépôts des gens. C'est contrairement à une opinion parfois crue, ce n'est pas quand vous amenez de l'argent à la banque qu'elle est prêtée à quelqu'un d'autre. Ça, ce serait ce qu'on appelle un prêt peer-to-peer. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un d'autre et la banque servirait en quelque sorte d'intermédiaire à ce prêt de pair à pair. Ce n'est pas ça. Là, il n'y a pas de création monétaire. Si vous faites un prêt de pair à pair, il n'y a pas de création monétaire. Il y a création monétaire si vous faites un prêt bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un prêt bancaire? Ça veut dire que vous avez au départ de l'action, une banque et un emprunteur qui s'appelle Bob dans mon exemple. Et ils ont chacun ce qu'on appelle un bilan. Un bilan, c'est juste un tableau avec 2 colonnes. Si vous êtes entrepreneur, vous savez ce que c'est qu'un bilan. Ce n'est pas le bilan carbone, parce que vous entendez parfois parler du bilan carbone. Celui-là, il n'y a qu'une colonne, on compte les émissions carbone. Ça, ce n'est pas un bilan. On pourra en parler longtemps aussi des histoires de bilan carbone. Là, on parle d'un bilan comptable, il y a 2 colonnes, et ces 2 colonnes sont équilibrées. La somme de l'actif est égale à la somme du passif. Ça, c'est donc, on part d'une situation de départ où il y a Bob qui va voir la banque pour obtenir un prêt. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand la banque décide d'attribuer à Bob ce prêt? Eh bien, il y a un jeu d'écriture. C'est ce qu'on appelle, alors, on parle parfois d'écriture de monnaie scripturale quand il s'agit d'une banque centrale. Mais de manière générale, c'est un jeu d'écriture. Si c'est une banque commerciale, c'est la même chose. Elle va donc inscrire dans sa colonne actif un prêt à Bob
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bob lui doit maintenant 10 000 euros, si on parle ici d'une création monétaire de 10 000 euros. Et au passif, elle va mettre les 10 000 euros sur le compte de Bob. D'accord? Donc c'est un jeu comme le jeu de Bonto, là, tour de passe-passe. Instantanément, par un jeu d'écriture, on a créé 10 000 euros parce que maintenant, il y a 10 000 euros sur le compte de Bob. Et pourquoi ça équilibre l'actif, le prêt à Bob? Parce qu'en fait, le compte de Bob, c'est juste une dette que la banque a vis-à-vis de Bob. Donc vous voyez le tour de magie, l'argent magique, c'est ça. C'est la banque dit, je vous dois 10 000 euros sur votre compte et vous me devez 10 000 euros parce que vous avez signé un contrat de prêt. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la création monétaire de l'euro. C'est ce que certains ont appelé l'argent magique. Dans la comptabilité de Bob, c'est un peu symétrique, sauf que Bob, ce n'est pas une entreprise. Si c'est un particulier, si c'est une entreprise, c'est la même chose. Si c'est un particulier, c'est plus sa compta. Dans sa compta, il a bien sur son compte 10 000 euros qu'il a reçu à l'actif, et puis il doit maintenant 10 000 euros à la banque. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la création monétaire de l'euro. C'est ce qu'on appelle une transaction de crédit. Donc c'est une transaction spéciale, exactement comme la transaction Coinbase dans un bloc Bitcoin. Donc ça crée, exactement comme un bloc Bitcoin, ça crée de la monnaie ex nihilo. Alors vous allez me dire, quelle est la contrepartie de cette monnaie? Parce que les banquiers, les financiers aiment bien parler de contrepartie. Donc la question, c'est quelle est la contrepartie? Et la contrepartie, c'est Bob. C'est le travail de Bob. Il a promis son travail. On entend à nouveau le mot travail, preuve de travail. Ici, c'est une promesse de travail. Ce n'est pas une preuve de travail. Il a promis son travail à la banque pour rembourser le prêt. D'accord? Donc vous commencez à faire le lien sans doute maintenant entre monnaie et énergie, sous forme de travail. Il y aura un peu de temps pour les questions à la fin. Donc le truc là-dedans, c'est évidemment que l'euro, c'est un réseau centralisé. Ce n'est pas un réseau de pair à pair. Donc il y a un masternode qui s'appelle la Banque centrale. Il y a des supernodes qui sont les banques centrales nationales ou d'État. Et puis il y a les banques commerciales qui sont encore à un niveau de participation au réseau un peu inférieur. C'est très hiérarchisé. Puis tout en bas de la hiérarchie, il y a vous et moi. C'est les utilisateurs. Donc vous, on peut vous fermer votre compte, on peut vous geler vos actifs, on peut vous interdire de faire des transactions, on peut faire plein de choses. Vous êtes en bas de la hiérarchie de ce réseau hiérarchisé. Et pour avoir ce privilège de création monétaire, il faut une licence bancaire. D'accord? Donc c'est un statut sur le réseau qui est attribué de manière cooptée par le sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire la Banque centrale ou les banques centrales nationales. Alors, j'ai parlé de création monétaire, il y a une petite astuce. Vous savez, dans Ethereum, les ERC20, on peut faire des burns. On peut brûler de la monnaie, c'est-à-dire en fait faire de la destruction monétaire. C'est une des fonctions qui est accessible dans le standard ERC20. Dans l'euro, ça s'appelle un remboursement. D'accord? Quand vous faites un remboursement à la banque, il y a destruction monétaire, puisque vous allez réduire l'actif et le passif de la banque, et par la même occasion, le compte bancaire de Bob va diminuer à chaque remboursement aussi. Alors évidemment, vous me direz, il y a une multiplicité de prêts dans la nature, et il y a un flux de remboursement et un flux d'émission de prêts. Et le solde net de tout ça, c'est que la masse monétaire augmente. Évidemment, si c'était parfaitement équilibré, on aurait une masse monétaire constante. Les remboursements compenseraient à tout instant les émissions de crédit. Ce serait une monnaie à quantité stable. Ça n'est pas le cas. Il y a une augmentation considérable de la masse monétaire en ce moment, surtout depuis 2 ans. En gros, les dollars, si on prend le monde dollar, parce que les statistiques sont faciles à trouver, plus faciles peut-être qu'en Europe, les dollars, en gros, il y a eu 40% de dollars de plus en 2 ans avec la crise du Covid. Donc vous avez une masse monétaire qui a augmenté de 40%. Alors, quand la masse monétaire augmente, c'est l'inflation de la masse monétaire. Et normalement, l'inflation de la masse monétaire, ça crée l'inflation des prix. Donc il y a confusion, là aussi c'est de la désinformation bien organisée, il y a confusion entre inflation de la masse monétaire et inflation des prix dans l'esprit des gens. Alors ce sont 2 choses différentes. Si vous créez
100% de monnaie en plus. Normalement, les prix doivent doubler. Si vous doublez la masse monétaire circulante, normalement, si toute chose égale par ailleurs, les prix devraient doubler. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que ça supposerait que vous pouvez distribuer l'augmentation de la monnaie à tout le monde de manière totalement proportionnelle, aussi bien aux boulangers qu'aux promoteurs immobiliers, qu'aux banquiers, qu'aux garagistes, etc. Et ça, c'est impossible. Donc vous avez inflation de la masse monétaire, avec derrière une augmentation des prix, mais l'augmentation des prix derrière n'est absolument pas équitablement répartie. D'accord ? Ça, c'est super important de le comprendre. C'est-à-dire que cette création monétaire par le crédit, elle est fléchée. Elle est fléchée vers des gens qui empruntent. Et les gens qui empruntent, ils sont choisis par la banque. D'accord ? Ce n'est pas la distribution de ce que j'appelle la distribution primaire de la monnaie, elle n'est pas équirépartie. D'accord ? Elle est fléchée vers ceux qui ont déjà des revenus et du patrimoine, puisque c'est eux qui vont avoir plus facilement des prêts. Donc la monnaie crédit, cette fameuse monnaie crédit, c'est un fantastique outil pour accroître les inégalités de manière, je dirais, exponentielle. Et c'est exactement ce qu'on observe. Destruction de la classe moyenne depuis les années 70, où on est passé à une monnaie créée ex nihilo intégralement. Donc voilà un petit peu le tableau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un prêt de pair à pair, ça ne donne pas lieu à création monétaire. Il y a simplement transfert de monnaie d'un compte à un autre. Et ça n'a rien à voir avec la création monétaire. C'est juste un transfert de monnaie. Vous voyez bien la différence. Parce que dans ce cas-là, ni Alice ni Bob n'ont de licence bancaire. En tout cas, Alice qui fait le prêt, elle n'a pas de licence bancaire. Elle ne tient pas les comptes de Bob et de la collectivité. Enfin, de la communauté qui utilise cette monnaie, plus exactement. La banque, si vous voulez, joue le rôle de la blockchain. Alice, ce n'est pas la blockchain, c'est juste un nœud de la blockchain. Donc, c'est un prêt de pair à pair. Quand je dis blockchain, évidemment, c'est une façon de parler. Le réseau euro n'est pas basé sur une blockchain, vous le savez. C'est juste un réseau centralisé. Mais c'est une crypto-monnaie au même titre que les autres. C'est juste que son protocole est différent. C'est ce qu'on appellerait un stablecoin. Ça, c'est dans le charter de la Banque centrale européenne. Alors, Bitcoin, ça fait le lien entre monnaie et énergie. C'est un lien qui s'est perdu, qui existait avec, par exemple, les pièces d'or, la monnaie métallique. C'était une pièce de monnaie, c'est une réserve d'énergie. C'est des atomes, et les atomes, c'est une réserve d'énergie. On le sait depuis notamment Einstein, l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc ça, c'était, je dirais, avant le passage à la monnaie papier. Le lien entre énergie et travail, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose de physique, c'est la même mesure qui est réalisée. Le lien entre travail et monnaie, il est assez évident pour tout le monde. Si je travaille, je suis payé en monnaie, j'accepte de la monnaie en compensation sous forme de salaire. Donc il y a équivalence, non seulement théorique, mais même pratique, je dirais sociale, entre monnaie et énergie. Bon, l'énergie, ça existe sous forme ça prend toutes sortes de formes, essentiellement des stocks ou des flux. Ce sont des stocks, c'est de la matière essentiellement, ou des produits finis. Et les flux, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Flux d'énergie hydraulique, éolienne, solaire, tout ça, c'est des flux. Les énergies fossiles, c'est des stocks. L'énergie fossile, c'est, je rappelle, le pétrole et ses dérivés, uranium. Dans une certaine mesure, l'hydrogène qui sert pour la fusion nucléaire, mais l'hydrogène étant en quantité tellement faramineuse, on ne va pas aborder la fusion nucléaire, qui d'ailleurs n'est pas encore vraiment utilisée, sauf dans les bombes atomiques. Alors, l'énergie obéit à des principes, le fonctionnement de l'énergie obéit à des principes. Connaître ces principes, c'est être capable de faire des raisonnements économiques. Tout échange économique est un échange d'énergie. Donc, si vous connaissez les 3 principes qu'il faut connaître sur l'énergie, le fonctionnement de l'énergie, vous allez être capable de déchiffrer plein de comportements et plein de phénomènes économiques. Sans cette grille d'analyse, je dirais, on est dans la conversation, et c'est ces conversations qu'on entend en général dans les débats entre économistes, je dirais, bancaires. Alors, vous avez sans doute entendu parler les critiques de Bitcoin, évidemment, qui sont, je dirais, surpuissants. Les pro-Bitcoin, c'est qui? C'est des entrepreneurs comme moi qui représentent quelques centaines d'emplois en France, par exemple. On est vraiment tout petit à côté de
une industrie, enfin une industrie des services en France qui représente à peu près 400 000 emplois. Donc il n'y a absolument pas photo entre les moyens des uns et les moyens des autres. Donc vous êtes bombardés tous les jours dans les médias, que ce soit télé ou écrit, de propagande anti-Bitcoin, puisqu'évidemment, vous avez bien compris, vous avez maintenant une concurrence. C'est la fin du monopole monétaire. Il y avait que l'euro avant. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez commencer à utiliser Bitcoin. Là aussi, contrairement à ce qu'on entend, on peut utiliser Bitcoin. Moi, je paye plusieurs factures par mois en Bitcoin à des gens qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, comme réseau de paiement, je dirais. Je l'utilise en alternative au virement ou à la carte bancaire. D'accord ? Ça ne vous oblige pas à garder les bitcoins. En tant que commerçant, vous pouvez les convertir. Si vous voulez payer vos factures en euros derrière, vous pouvez les convertir en euros. Mais en tant que réseau de paiement, ça fonctionne très bien. Hein, contrairement à ce que j'entends parfois, comme quoi ça ne servirait qu'à la spéculation. C'est faux. Ça sert ici déjà pour les paiements et encore plus dans des pays qui ont des réseaux de paiement moins développés, notamment en Amérique du Sud et en Afrique. Et là, on a évidemment des témoignages de terrain. Alors sur la consommation d'énergie, vous avez compris que le mot consommation déjà est suspect. Énergivore, ça ne veut rien dire. L'énergie ne disparaît pas. Principe de conservation. L'énergie est transformée, elle ne disparaît jamais. D'accord ? L'énergie est juste transformée, donc on parle d'utilisation. Normalement, quand je parle de l'énergie, je parle d'utilisation de l'énergie ou de transformation de l'énergie. Je ne parle jamais de consommation d'énergie, justement pour éviter qu'on ignore ce premier principe de la thermodynamique. Donc dans l'utilisation, on voit que Bitcoin est déjà plus avantageux que l'or. Hein, par rapport à l'impact environnemental, ça représente déjà un progrès par rapport à l'or, qui en plus a une empreinte, je dirais, environnementale bien plus néfaste, puisque c'est des mines à ciel ouvert, c'est 50 personnes par an qui meurent dans ces mines d'or, etc., etc. Enfin, c'est plein de pollution avec leur paillage. Enfin, il y a plein dans toutes ces dimensions, l'or est moins écologique, si je vous ai employé ce terme, que Bitcoin. Donc, ne serait-ce que transitionner de l'or vers Bitcoin, c'est un progrès. Le système bancaire, il consomme ce que consomme à peu près un réseau numérique mondial, parce que le système bancaire, il est déployé dans le monde entier. C'est de l'ordre de 250 TWh. Vous prenez YouTube, vous prenez tous ces réseaux email, enfin on va être sur ce genre d'ordre de grandeur. Hein. Donc le réseau Bitcoin, à 114, ou même si c'était 150, aujourd'hui j'en sais rien, la mesure précise est un peu difficile, mais l'ordre de grandeur, c'est plutôt plus frugal qu'un autre réseau numérique déployé dans le monde entier. Cette utilisation, vous voyez, lapsus, cette utilisation n'est d'ailleurs pas liée au nombre de transactions. Hein, c'est un coût fixe en énergie. C'est pas parce qu'on fera plus de transactions Bitcoin qu'on va utiliser davantage d'énergie. Donc il est, je dirais, compétitif par rapport aux deux systèmes, je dirais, que Bitcoin vient de challenger, c'est-à-dire l'or, qui est très polluant au niveau environnement, notamment destruction de la forêt amazonienne par l'orpaillage, et je vous en passe, et le système bancaire, qui a en plus les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire celui d'accroître les inégalités de manière mécanique et exponentielle. Bon, l'inflation, j'en ai parlé un petit peu. On essaye de vous faire croire qu'elle est autour de 5% par an. Je ne vois pas très bien comment elle pourrait être à 5% par an si la masse monétaire a augmenté de 20%. Ou alors, il y a un problème de distribution de la monnaie. Ça veut juste dire qu'elle est distribuée de manière très bizarre. Donc, ces 5%, pour arriver à 5%, c'est un chiffre fabriqué. Il est fabriqué par des statisticiens qui sont au service de certains lobbies. Eh bien, il faut choisir ce qu'on appelle un panier de consommation. Donc, on va choisir des produits dont le prix ne varie pas, ou peu. On ne va pas prendre l'immobilier, par exemple, parce que là, l'immobilier ou les actions, tous les actifs, en gros, possédés par les banquiers, eux, ils vont évidemment prendre beaucoup de valeur. Leur prix va augmenter en euros, pendant que les autres prix, eux, vont rester relativement stables. Donc, le différentiel va s'accroître entre ceux qui ont de l'immobilier et des actions et ceux qui n'en ont pas. D'accord ? Différentiel de richesse. Donc, on vous fait croire que l'inflation, c'est 5% par an, alors même qu'on a créé 20% de monnaie en plus dans l'année. C'est évidemment le résultat, ça ne peut être que le résultat soit d'une fabrication, soit d'un défaut de distribution de la monnaie. Défaut de distribution que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, fléchage des crédits vers ceux qui ont le plus de patrimoine et le plus de revenus.
Alors, évidemment, je ne suis pas le seul à penser que Bitcoin peut coexister avec d'autres monnaies et c'est plutôt intéressant qu'il coexiste, qu'il amène, je dirais, cette différence, cette complémentarité avec les systèmes traditionnels. Donc il y a le Salvador qui a fait parler de lui cette année, mais ne croyez pas que c'est le seul. Salvador, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui s'est dédollarisé, qui n'a pas de monnaie nationale, donc qui a décidé tout simplement d'ajouter Bitcoin, d'ajouter un degré de liberté à son économie. Je dirais un degré de liberté et de résilience. Parce que j'entends le gouvernement parler de plan de résilience. Un plan de résilience, ce serait par exemple de mettre Bitcoin comme legal tender, de donner un statut de monnaie à Bitcoin, on serait plus résilient. Puisque s'il y a un problème avec le système euro, on pourrait retomber sur ses pattes avec le système Bitcoin. Au lieu de ça, ils veulent rester sur le système euro parce que leurs amis banquiers, évidemment, ne vont pas leur dire autre chose. Ils sont évidemment désintermédiés par Bitcoin. Voilà pourquoi on vous assène tellement de propagande anti-Bitcoin à longueur d'année. C'est parce qu'on ne veut surtout pas que la France fasse ce qu'a fait le Salvador. La justification du monopole, alors qu'il n'existe plus dans les faits, la technologie a fait disparaître le monopole, qu'il soit maintenu en droit, ça pose question, puisqu'il est maintenu en droit, mais sans débat. Vous n'entendez aucun débat sur la fin du monopole de l'euro, ce qui est plutôt étrange. Enfin, ce n'est pas étrange quand on a compris le contexte. Donc, sur les pays qui vont adopter, évidemment, l'Afrique adopte Bitcoin, puisque les monnaies nationales en Afrique tendent à être assez faibles. Et en plus, on peut miner Bitcoin derrière des centrales hydrauliques qui génèrent des surplus, puisque vous savez qu'un flux d'énergie renouvelable, il n'est jamais constamment égal à la demande. Donc l'énergie renouvelable a cette propriété qu'elle est fréquemment en état de surplus, en état de pénurie. Quand elle est en pénurie, on dit que c'est des énergies intermittentes, parce qu'il n'y en a pas assez à ce moment-là, et on doit compléter avec d'autres énergies. Et quand elle est en surplus, c'est simplement que la nuit, par exemple, un village africain, il ne va pas consommer l'électricité qui vient du barrage et cette électricité, elle est disponible, elle peut être récupérée par des mineurs Bitcoin qui vont la monétiser. Donc, monétiser les surplus d'énergie renouvelable, ça veut dire tout simplement améliorer la rentabilité des investissements dans les énergies renouvelables. Donc, c'est un impact positif sur l'environnement. Là encore, tout à fait orthogonal avec la propagande que vous entendez constamment, qui vous ferait croire que les green tech, c'est les techs qui ne consomment pas d'électricité. Bon, évidemment, c'est assez facile comme discours à vendre. Quand on connaît les tenants et les aboutissants, on sait que c'est exactement l'inverse. Alors, ce qu'on peut observer aussi, adoption par certains pays, les marchés financiers s'intéressent à Bitcoin. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? J'ai envie de dire, ce n'est pas la responsabilité de Bitcoin. Tous les banquiers, les spéculateurs, les traders sont capables de spéculer sur n'importe quelle matière première. Donc Bitcoin n'a aucune raison d'échapper à ces phénomènes. Et il y a effectivement certaines sociétés qui proposent des produits financiers basés sur Bitcoin. Je pense que c'est à la fois intéressant et paradoxal. Parce que intéressant, ça prouve l'adoption par ces marchés de Bitcoin en tant que technologie, enfin des crypto-monnaies en tant que technologie, pas seulement Bitcoin. Et aussi, c'est paradoxal parce qu'en fait, Bitcoin, c'est la possibilité de désintermédier tous ces gens, c'est-à-dire de trader de pair à pair sur une plateforme comme Paymium, que je vous propose. C'est la possibilité de conserver soi-même ses actifs, etc., etc. Et là, en prenant un ETF, c'est-à-dire un outil financier, on rentre dans le circuit traditionnel. Donc c'est plutôt pour les grosses boîtes, le CAC 40 et les banques qui voudraient investir dans Bitcoin sans toutefois vraiment détenir des Bitcoins. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est un phénomène qu'il faut noter. Il y a eu des entrées en bourse, notamment celle de Coinbase, donc il y a un concurrent américain, un gros concurrent américain, puis il y en a d'autres qui envisagent la même chose. Donc il y a effectivement la possibilité de s'exposer à Bitcoin maintenant sur les marchés financiers. Est-ce un bien ou un mal? Je vous laisse l'apprécier. Et il y a d'autres phénomènes qu'on observe, c'est effectivement la tokenisation, ce qu'on appelle la tokenisation de l'économie. Alors soit à travers des sidechains Bitcoin, nous par exemple chez Paymium, on est membre de la fédération Liquid, qui est une alternative à Ethereum qui fonctionne en mode fédération, une cinquantaine d'entreprises qui valident les transactions, des entreprises qui sont indépendantes et pas en relation les unes avec les autres, donc c'est relativement décentralisé. Mais de manière générale, ces plateformes comme celle que j'ai mis là, Ethereum,
Algorand, Solana, etc. Elles sont plutôt plus centralisées. Après, la centralisation, c'est pas binaire, c'est plutôt un spectre qui va du plus décentralisé, qui est Bitcoin, jusqu'à l'euro, qui est le plus centralisé. Entre les deux, il y a toutes sortes d'intermédiaires, il y a des zones de gris. Et je dirais que ces chaînes-là sont relativement bien décentralisées, mais pas parfaitement. Notamment Ethereum, qui est quand même très centralisé autour d'une société qui s'appelle Consensus. En tout cas, ces développements sont intéressants. Les NFT, bon, je pourrais en parler, mais je crois qu'il y a d'autres intervenants qui l'ont fait, donc je ne vais pas vous élaborer là-dessus. C'est un développement intéressant, il y a plein de cas d'usage intéressants, et ça participe de cette désintermédiation des intermédiaires financiers traditionnels. On peut s'échanger des NFT en pair à pair, on peut les avoir sur son téléphone, sur une appli à soi, je dirais, qui ne dépendent pas d'un tiers, etc., etc. Donc c'est tout à fait intéressant. Voilà, donc ça c'était mes sources, et puis ça nous laisse 50 secondes pour les questions. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro mobile, sinon je vous prête le mien. Merci pour votre présentation. J'ai une question très pratique à vous poser parce que c'est vrai que Bitcoin, monnaie B minuscule, apporte, je dirais, une corde supplémentaire par rapport au système bancaire traditionnel qui est en effet la capacité de souveraineté monétaire individuelle. Néanmoins, on associe souvent la souveraineté monétaire individuelle dans le cadre de la monnaie Bitcoin, éponyme du protocole, à une forme de capacité transactionnelle pseudonyme. Récemment, au Canada, nous avons eu une actualité que j'ai trouvée très intéressante, que vous avez peut-être suivie, avec le blocage de 34 adresses de wallets dans le cadre de manifestations, le convoi de la liberté, dont une vingtaine en Bitcoin. Oui. J'ai une question très spécifique par rapport à cela, parce que je pense que c'est aussi un sujet important. Y a-t-il une possibilité pour un utilisateur qui aurait une adresse, une clé publique ciblée, de pouvoir faire un transfert, donc renouveler une clé en échappant à cette dimension de ciblage, en partant du postulat qu'il y aurait des capacités, des compétences permettant au niveau... Ouais, je comprends votre question. Vous avez raison de souligner qu'on peut essayer de censurer les transactions même sur Bitcoin. C'est surtout le cas si vous utilisez des plateformes centralisées, j'ai envie de dire comme Paymium, parce qu'on peut être soumis à ce qu'on appelle une injonction, une réquisition judiciaire qui nous dit vous devez fermer ce compte. Ça, c'est possible. Dans la mesure où on permet aux gens d'envoyer des euros sur notre plateforme, c'est inévitable. Hein. Si on fonctionnait uniquement en crypto, ce serait plus compliqué. On pourrait être aux Bahamas et effectivement, ce serait plus difficile de nous censurer. Mais globalement, je dirais que la censure, c'est pareil, c'est pas binaire. C'est des degrés de possibilité de censure. Et le réseau Bitcoin est beaucoup mieux immunisé que le réseau bancaire contre la censure. Hein. Alors la censure, les gens évidemment ont des avis très différents sur la censure. Suivant qu'on censure votre avis ou celui de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, évidemment, dans un cas, vous allez trouver que la censure c'est bien, dans l'autre, vous allez trouver que c'est pas bien. Par exemple, les sanctions contre la Russie, c'est bien si vous n'êtes pas russe. Si vous êtes un oligarque russe, vous allez trouver que c'est pas bien. Il y a toutes sortes de considérations sociales et politiques autour de ça. Mais techniquement, vous pouvez mieux échapper à la censure avec les crypto-monnaies qu'avec, évidemment, les euros. C'est le principe même des systèmes de pair à pair. Et sur Bitcoin, surtout avec la mise à jour Taproot qui a eu lieu cette année, en 2021, pardon, vous avez des possibilités de ce qu'on appelle de transactions confidentielles qui rendent la censure extrêmement compliquée. Mais les gens qui ont été censurés n'avaient pas pris ces précautions. C'est-à-dire que c'est des précautions qu'il faut prendre avant. Il ne faut pas les prendre une fois que vous êtes saisi sur une adresse, sur une plateforme, évidemment. Ouais, je crois qu'on est à plus 4 minutes, malheureusement. Donc je crois qu'on doit laisser la place à d'autres intervenants. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside,